La plume suspendue au-dessus du papier, Juliette Lefebvre sentait le froid du marbre de la sacristie parisienne s'infiltrer à travers la soie de sa robe de mariée. Chaque fibre du tissu pesait sur ses épaules, un linceul de luxe pour une liberté sacrifiée. Le silence n'était rompu que par le battement sourd de son propre cœur et l'écho des paroles du médecin, une litanie cruelle décrivant l'urgence de la greffe de sa mère. Sur le contrat de mariage, le nom du cher Khalil Al-Farsi était calligraphié avec une élégance qui insultait la brutalité de l'accord. C'était plus qu'une signature, c'était un acte de reddition, l'échange de son âme contre une vie. Le stylo en or, lourd dans sa main tremblante, semblait être un instrument de torture. Elle n'était plus une bénévole dévouée, une femme de principe, mais une marchandise sur le point d'être acquise, un objet dont le prix était la survie de ceux qu'elle aimait. Le monde extérieur, avec ses bruits de klaxons et sa vie parisienne, semblait appartenir à une autre galaxie, un souvenir lointain et inaccessible. Elle ferma les yeux, et le visage de Khalil apparut, non pas tel qu'il était aujourd'hui, mais tel qu'il était un an plus tôt, lors de cette soirée caritative où tout avait basculé. Elle l'avait publiquement humilié, rejetant son invitation avec des mots tranchants sur la dignité qui n'était pas à vendre. Elle se souvenait de l'éclair de stupeur dans ses yeux sombres, rapidement remplacé par un masque de glace impénétrable. C'est ce masque qu'il portait lorsqu'il lui avait présenté ce contrat une semaine auparavant. Sa voix, un baryton calme et contrôlé, avait énoncé les termes non comme une proposition, mais comme une sentence. Il sauverait l'hôpital de la faillite, il financerait l'opération de sa mère, et en retour, elle deviendrait sa femme pendant 2 ans. Ce n'était pas un mariage, c'était une vengeance servie froide, une leçon calculée pour lui apprendre que tout, et surtout tout le monde, avait un prix. Son orgueil à lui contre sa vie à elle. L'enjeu était clair, et il avait gagné avant même que la partie ne commence. La pointe de la plume toucha enfin le vélin épais. Le son du métal grattant le papier fut assourdissant, un cri dans le silence monacal de la pièce. Chaque courbe de son nom, Juliette Lefebvre, semblait être une trahison, l'épitaphe d'une femme qui avait cessé d'exister. L'encre noire, riche et brillante, s'imprégna dans les fibres, un sceau indélébile sur son destin, une promesse qu'elle ne pourrait jamais briser. Elle poussa le document sur la table en acajou poli, un geste lent et délibéré, un sacrifice silencieux déposé sur l'autel de la nécessité. Sa main, désormais stable, était vidée de toute hésitation. La peur avait laissé place à une résolution glaciale, la détermination d'une martyre acceptant son sort pour une cause plus grande qu'elle. Elle ne se battait plus pour sa propre liberté, mais pour la respiration de sa mère, pour l'avenir de centaines de patients. C'était là sa seule, sa maigre consolation, le fil auquel elle s'accrochait pour ne pas sombrer complètement dans le désespoir. Une larme solitaire s'échappa, traçant un chemin froid sur sa joue. Un contraste douloureux avec la chaleur des souvenirs d'une vie simple, guidée par des principes inébranlables. Cette larme n'était pas pour elle, mais pour la femme qu'elle avait été contrainte de renier au plus profond de son être. Si le poids de ce choix impossible commence déjà à serrer votre cœur, si vous ressentez la fragilité de Juliette face à la puissance de cet homme, alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de leur histoire. Laissez un pouce bleu pour soutenir son courage silencieux, et dites-nous en commentaire si la dignité a un prix. Votre soutien nous permet de continuer à tisser ces récits où l'amour et l'orgueil s'affrontent sans merci, des histoires où les âmes sont mises à nu et les destins scellés par des passions dévorantes. Chaque abonnement, chaque commentaire est une étincelle d'espoir dans l'obscurité de leurs épreuves. Un rappel que même dans le silence le plus glacial, une connexion peut naître. La lourde porte de chêne pivota sans un bruit, révélant la silhouette imposante du cher Khalil Al-Farsi. Il ne pénétra pas immédiatement dans la pièce, mais resta sur le seuil, une ombre puissante découpée dans la lumière du couloir, un prédateur observant sa proie enfin capturée. Ses yeux sombres, aussi profonds et froids qu'un océan nocturne, ignorèrent son visage pour se fixer sur le contrat signé. Un frémissement presque imperceptible, une étincelle de satisfaction contenue traversa ses traits impassibles. Puis, il avança, et sa présence suffit à absorber tout l'oxygène de la pièce, rendant l'air soudainement lourd et irrespirable. Il prit le contrat, ses longs doigts effleurant le papier encore tiède de sa main. Pas un mot. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Une proclamation de sa victoire, une affirmation de sa possession. Elle était à lui, un bien acquis, une dette payée. Avec une précision délibérée, il plia le document et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Un geste aussi définitif que la fermeture d'un caveau. Ce n'est qu'alors que son regard remonta pour rencontrer le sien. Il n'y avait ni triomphe, ni pitié, seulement une attente froide et inflexible. Il attendait qu'elle se lève, qu'elle le suive jusqu'à l'autel où il jouerait cette mascarade sacrilège devant le monde. Elle était son épouse, et il exigeait d'elle une soumission parfaite, une obéissance silencieuse.
Alors que ses membres engourdis obéissaient à cet ordre muet, une seule question brûlait à travers le brouillard de son désespoir, une question qui la ramenait en arrière, vers le moment où tout avait commencé. Comment avait-elle pu en arriver là, elle qui avait bâti sa vie sur l'intégrité? Tout avait débuté 1 an plus tôt, dans un hôpital parisien, avec un seul mot. Un mot qui avait scellé son destin bien avant qu'elle ne le sache, non. 1 an plus tôt, la vie de Juliette Lefebvre était une symphonie de dévouement et de principes inébranlables, jouée dans les couloirs modestes mais dignes de l'hôpital caritatif Saint-Michel, au cœur de Paris. Elle n'était pas une femme de pouvoir, mais une gardienne de l'humanité, une coordinatrice bénévole dont la richesse se mesurait au sourire reconnaissant des patients et à la camaraderie silencieuse des infirmières épuisées. Son univers olfactif était un mélange d'antiseptiques et de café chaud, ses journées rythmées par le bruit des pas pressés et des conversations à voix basse. Elle croyait fermement que la dignité ne pouvait être ni achetée ni vendue, qu'elle était le dernier rempart contre un monde obsédé par le profit. Chaque dossier qu'elle traitait, chaque main qu'elle tenait, était un acte de foi, une affirmation que la valeur d'une vie transcendait n'importe quel bilan financier. C'était une existence simple, presque austère, mais pleine de sens, une forteresse morale qu'elle pensait imprenable, ignorant que les fondations mêmes de son monde étaient loin sur le point de se fissurer. La fissure apparut d'abord comme une rumeur, un murmure angoissé dans les salles de repos, avant de devenir une certitude glaciale. L'hôpital Saint-Michel se mourait, les dettes s'accumulaient comme une maladie incurable, et chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles, des équipements obsolètes qui tombaient en panne, des coupes budgétaires qui amputèrent les services essentiels, des visages de collègues marqués par la peur du lendemain. Juliette se lança dans la bataille avec l'énergie du désespoir, organisant des collectes de fonds, sollicitant des mécènes, se heurtant à des portes closes et à des promesses polies, mais vides. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, son sanctuaire de compassion menacé de devenir une simple statistique dans les registres de la faillite. La pauvreté matérielle de l'institution devenait le reflet de son propre dénuement émotionnel, une impuissance grandissante face à un ennemi invisible et implacable. L'indifférence du monde financier qui laissait son havre de paix sombrer dans l'oubli. Le gala de charité fut leur dernière carte, une tentative désespérée de ranimer un cœur qui avait presque cessé de battre. L'air de la salle de réception était électrique, vibrant d'un espoir fragile et d'une anxiété à peine dissimulée sous les robes de soirée et les sourires de circonstance. C'est là qu'il apparut. Le cher Khalil Al-Farsi n'entra pas dans la pièce, il la conquit. Sa présence était une force gravitationnelle, attirant les regards, faisant taire les conversations. Grand, vêtu d'un costume taillé à la perfection qui ne parvenait pas à masquer la puissance de ses épaules, il incarnait une richesse et une autorité d'un autre monde. Juliette l'observa de loin, une méfiance instinctive la saisissant. Pour les autres, il était un sauveur potentiel, un miracle en costume. Pour elle, il représentait tout ce qu'elle méprisait. Un homme pour qui tout était une transaction, un jeu de pouvoir, où les vies humaines n'étaient que des pions sur un échiquier doré, un prédateur dont le regard semblait évaluer la valeur de chaque chose et de chaque personne. Lorsqu'il s'approcha d'elle, traversant la foule comme Moïse fendant les eaux, un silence se fit autour d'eux. Sa voix était basse, un velours sombre qui portait une autorité naturelle, lorsqu'il lui proposa un dîner privé pour discuter d'une donation substantielle. C'était plus qu'une invitation, c'était un ordre déguisé en politesse. C'est alors que quelque chose en Juliette se brisa. La fatigue, la peur, l'humiliation de devoir mendier pour survivre, tout explosa en une seule phrase, lancée comme un défi à la face de cet homme et du monde qu'il représentait. « Monsieur, la dignité française n'est pas à vendre !» Sa voix claire et tranchante résonna dans le silence stupéfait. Les administrateurs de l'hôpital blêmirent. Un éclair de fureur pure, si rapide qu'elle crut l'avoir imaginé, traversa les yeux sombres du cher avant qu'un masque de glace impénétrable ne vienne le recouvrir. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder, un long regard qui la déshabilla de son arrogance et la laissa nue avec les conséquences de son orgueil. Les répercussions furent aussi rapides que dévastatrices. Dès le lendemain, les journaux à scandale s'emparèrent de l'histoire, la dépeignant comme une bénévole arrogante qui avait sacrifié un hôpital sur l'autel de ses principes rigides. Elle devint une paria dans le lieu même qu'elle avait tant défendu. Les regards de ses collègues étaient devenus des poignards de reproche et de pitié, mais le coup le plus terrible ne vint pas du monde extérieur. Il frappa au cœur de sa vie privée. La santé de sa mère, déjà fragile, déclina brutalement, comme si le stress et la honte publique avaient empoisonné ses veines. Le diagnostic tomba comme un coup près. Elle avait besoin d'une greffe, une opération complexe et hors de prix. Impossible à financer sans l'aide que Juliette avait si fièrement rejetée. La culpabilité devint sa compagne de tous les instants,
un poids écrasant qui la suivait dans les couloirs froids de l'hôpital, chaque bip de moniteur lui rappelant le prix de sa fierté, un prix qu'elle ne pouvait plus payer. Une semaine avant que le froid du marbre ne la saisisse dans cette sacristie, Juliette était assise au chevet de sa mère. La chambre était petite. La lumière du crépuscule filtrait tristement par la fenêtre, jetant de longues ombres sur les murs nus. L'odeur de la maladie et du désinfectant imprégnait l'air, un parfum de défaite. Elle tenait la main frêle de sa mère, sentant chaque pulsation faible comme un compte à rebours inexorable. Toute sa force, toute sa conviction l'avaient quittée. Elle n'était plus la gardienne de la morale, mais une fibre terrifiée, prête à vendre son âme pour quelques battements de cœur supplémentaires. Le désespoir était une mer noire qui menaçait de l'engloutir. C'est dans ce silence, au fond de cet abîme, qu'une infirmière entra doucement. « Mademoiselle Lefebvre, vous avez un visiteur. Un homme très important insiste pour vous voir. » Son cœur s'arrêta. Elle savait, avant même de voir son ombre se dessiner dans l'encadrement de la porte, qui était venu réclamer son dû. L'ombre précéda l'homme, s'étirant sur le linoléum usé de la chambre d'hôpital, avant que Khalil Al-Farsi n'apparaisse dans l'encadrement de la porte. Il n'était pas seulement une présence, il était un événement, une force qui pliait la réalité modeste de la pièce à sa propre opulence. Vêtu d'un costume en cachemire si sombre qu'il semblait absorber la lumière blafarde du néon, il avançait avec une lenteur calculée, ses pas silencieux sur le sol. Juliette sentit l'air se raréfier, son souffle se coincer dans sa gorge. Il ne la regarda pas immédiatement. Ses yeux, des éclats d'obsidienne, se posèrent d'abord sur la silhouette fragile de sa mère endormie, une évaluation froide et clinique de l'enjeu principal, de la source même de sa vulnérabilité. Ce simple regard était une prise de possession, une manière de lui signifier qu'il connaissait déjà toutes ses faiblesses, qu'il tenait entre ses mains le fil ténu qui la reliait à l'espoir. Il était un prédateur venu inspecter le piège avant de le refermer sur sa proie épuisée. Le silence s'épaissit, devenant une entité tangible, lourde de non-dits et de souvenirs amers. Le seul son était le bip régulier et fragile du moniteur cardiaque, un métronome macabre rythmant la tension insoutenable entre eux. Enfin son regard se leva et rencontra le sien. Il n'y avait aucune trace de la fureur qu'elle avait entreaperçue un an plus tôt. À la place, il y avait une patience infinie, une certitude glaciale qui était bien plus terrifiante. C'était le regard d'un homme qui avait attendu son heure, qui avait savouré chaque instant de sa chute. Juliette se força à soutenir ce regard, puisant dans les dernières réserves de sa fierté. Elle voulait y voir un monstre, mais ce qu'elle vit était plus complexe, plus dangereux. Un homme dont le calme masquait une intensité dévorante. Une obsession qui avait survécu à l'humiliation et s'était muée en une détermination implacable. Elle n'était pas face à un ennemi ordinaire, mais face à un destin qu'il avait personnellement écrit pour elle. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, n'était pas un tonnerre, mais un murmure de velours sombre, un contraste saisissant avec la brutalité de ses mots. « Mademoiselle Lefebvre, je vois que les circonstances ont changé. » Il fit un pas de plus, s'arrêtant près de la fenêtre, son profil se découpant sur le ciel gris de Paris. « L'hôpital Saint-Michel est en liquidation. Votre mère a besoin d'une opération que même vos principes les plus nobles ne peuvent financer. » Chaque mot était précis, chirurgical, conçu pour démanteler ses défenses une par une. Puis, il se tourna complètement vers elle, et la proposition tomba, non comme une offre, mais comme une sentence. « Je vais tout sauver. L'hôpital, votre mère, tout. En retour, vous m'accorderez ce que vous m'avez refusé. Non pas un dîner, mais votre vie. Vous deviendrez ma femme, c'est le prix. » Il n'y avait aucune place pour la négociation. C'était une reddition pure et simple. Le monde de Juliette se réduisit à cette chambre exiguë, aux murs jaunis et à l'odeur d'antiseptique. Les mots de Khalil résonnaient dans le vide de son âme, chaque syllabe un clou enfoncé dans le cercueil de sa liberté. La rage et l'humiliation la submergèrent, une vague brûlante qui menaçait de la faire suffoquer. Se marier avec cet homme, lier son nom, son corps, son avenir à celui qui incarnait tout ce qu'elle avait combattu, c'était une profanation, une trahison de tout ce en quoi elle croyait. Son premier instinct fut de hurler, de lui jeter sa haine au visage. Mais son regard fut attiré par le visage paisible de sa mère, par la courbe fragile de sa poitrine qui se soulevait à chaque respiration assistée. La vie de sa mère contre sa propre fierté. Le choix était une illusion, un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Elle comprit alors sa première impression de lui. Il n'était pas un sauveur, mais un collectionneur d'âmes, un homme qui achetait la vie des autres pour posséder la sienne. Une question s'échappa de ses lèvres, un murmure rauque, le dernier vestige de sa défiance. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Elle s'attendait à une réponse cruelle, une référence à sa vengeance. Mais la réponse de Khalil fut plus troublante encore.
révélant une fissure dans son armure de glace. Il s'approcha du lit, ses yeux ne la quittant pas. « Parce que vous êtes la seule chose que mon argent ne pouvait acheter. Vous m'avez montré une limite, et je n'accepte pas les limites. » Dans ses yeux, elle vit une lueur étrange, non pas de haine, mais d'une fascination presque douloureuse. Il ne voulait pas seulement la briser, il voulait la posséder, comprendre ce qui la rendait si inflexible. Sa première impression à lui était désormais claire. Elle n'était pas une simple femme qui l'avait humilié, mais un défi, une énigme qu'il était déterminé à résoudre, quitte à l'enfermer dans une cage dorée pour l'étudier à loisir. Elle était son obsession, et ce mariage était le seul moyen de la satisfaire. Il ne lui laissa pas le temps de répondre ou de sombrer. Avec un geste d'une élégance souveraine, il posa une carte de visite sur la table de chevet, à côté d'un verre d'eau à moitié vide. « Un contrat sera livré à votre domicile demain matin. Il détaillera chaque aspect de notre accord. Vous avez 24 heures pour le signer. » Son ton était redevenu impersonnel, celui d'un homme d'affaires concluant une transaction. Il se tourna pour partir, sa mission accomplie. Sur le seuil, il s'arrêta une dernière fois, sans se retourner. « Ne faites pas l'erreur de me sous-estimer une seconde fois, Juliette. Le prix de votre orgueil a déjà coûté cher. Le prochain serait fatal. » Puis il disparut, la laissant seule avec le poids du monde sur les épaules. Le silence qu'il laissa derrière lui était plus assourdissant que n'importe quel cri, un vide rempli par l'écho de son ultimatum et la certitude glaciale qu'elle venait de vendre son âme au diable. Le trajet de la sacristie à l'hôtel fut un couloir de regards glacés et de murmures étouffés, une marche funèbre vers sa propre fin. Juliette sentait la main de Khalil sur son bras, non pas comme un soutien, mais comme une manille de fer, un rappel constant de sa nouvelle condition de captive. La cérémonie fut une pantomime cruelle, un échange de vœux silencieux qui sonnaient comme des condamnations. Le « oui » qu'elle prononça fut un souffle à peine audible, le dernier soupir de sa volonté. Puis, sans un mot, il la conduisit hors de l'église, à travers une foule de journalistes dont les flashs crépitaient comme des éclairs dans une tempête silencieuse. Le voyage en jet privé fut une extension de ce silence glacial. Assise dans un fauteuil de cuir crème, entourée d'un luxe qui la révoltait, elle regardait Paris s'éloigner par le hublot, une cicatrice lumineuse sur le velours de la nuit. Il ne la regarda pas une seule fois, absorbé par des documents, la traitant avec l'indifférence d'un homme qui vient d'acquérir une antiquité précieuse, mais sans âme. L'atterrissage se fit sur une piste privée baignée par la lueur de l'aube, au cœur d'un désert infini dont les dunes semblaient des vagues d'or figées. Le palais qui se dressait devant elle n'était pas une demeure, mais un mirage de marbre et de lumière, une forteresse d'opulence défiant l'aridité du paysage. L'air extérieur était une fournaise, mais à l'intérieur, le froid du marbre poli sous ses pieds lui rappela la sacristie. Des serviteurs vêtus de blanc s'inclinèrent sur son passage, leur visage aussi impassible que celui de leur maître. Khalil traversa les immenses salles voûtées sans ralentir, sa voix résonnant enfin dans le silence monumental pour donner un ordre sec à une femme plus âgée, une gouvernante nommée Fatima. « Conduisez-la à ses appartements. Assurez-vous qu'elle ne manque de rien. » Le mot « épouse » ne fut jamais prononcé. Elle était un objet à installer, un problème à gérer, une présence à peine tolérée dans son royaume de solitude et de pouvoir. Les appartements qui lui étaient destinés étaient plus vastes que sa vie entière à Paris. Une suite de pièces décorées avec un goût exquis, s'ouvrant sur une terrasse privée qui surplombait une oasis luxuriante, un joyau de verdure improbable au milieu du sable. Dans le dressing, des rangées de robes de haute couture, des écrins de bijoux étincelants, une collection de chaussures qui aurait pu remplir une boutique de luxe. C'était une cage dorée, une tentative flagrante de l'acheter, de la transformer en une parure digne de son statut. Ce fut là qu'elle posa son premier acte de résistance. Ignorant la soie et les diamants, elle resta vêtue de sa simple robe de voyage, un tissu modeste qui criait son refus d'être redéfini. Lorsque Fatima revint pour l'aider à se préparer pour le dîner, elle la trouva assise près de la fenêtre, contemplant le désert, une figure de défi silencieux dans ce temple de la richesse. Le regard de la vieille femme contenait une lueur de surprise, peut-être même de respect. Le dîner fut un autre champ de bataille silencieux. Une table interminable dans une salle de banquet vide, dressée pour 2 personnes séparées par une distance qui semblait infranchissable. La lueur des chandeliers se reflétait sur l'argenterie immaculée et les verres en cristal, mais ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale. Khalil la détailla de la tête aux pieds, ses yeux s'arrêtant sur sa robe simple, avec une pointe d'agacement à peine dissimulée. « J'espère que mes efforts pour vous vêtir ne sont pas à votre goût. » Sa voix était un velours teinté d'ironie. Juliette leva les yeux de son assiette à peine touchée, son regard direct et sans peur. « L'hôpital a-t-il reçu les fonds ? Ma mère a-t-elle une date pour son opération ?» Ce n'était pas la question d'une captive,
mais celle d'une créancière exigeant le respect d'un contrat. Il fut surpris, une fraction de seconde, où son masque de contrôle se fissura, révélant un homme déstabilisé par cette femme qui refusait de jouer le rôle qu'il lui avait assigné. Leur duel fut interrompu par une présence inattendue, une jeune femme à la beauté éclatante et à l'énergie pétillante qui fit irruption dans la pièce. « Mon frère, tu ne m'as même pas dit que ton épouse était arrivée. » C'était Amira, la sœur cadette de Khalil, dont les yeux curieux et intelligents balayèrent Juliette avec une franchise désarmante. Contrairement à son frère, elle n'était pas une forteresse de glace. Elle s'assit à côté de Juliette, ignorant la tension palpable, et commença à lui poser un flot de questions sur Paris, sur sa vie, sur ce qu'elle pensait de leur pays. Amira était un vent de fraîcheur dans cette atmosphère suffocante, mais Juliette sentait aussi qu'elle était une observatrice à viser, une alliée potentielle ou une espionne envoyée pour sonder ses défenses. Sa présence brisa le tête-à-tête oppressant, introduisant une nouvelle dynamique. Une complexité qui forcerait Juliette à naviguer dans les eaux troubles des relations familiales et des traditions de ce nouveau monde. Les 2 premières semaines s'écoulèrent ainsi, dans un état de guerre froide. Juliette maintenait sa résistance passive, un fantôme vêtu simplement dans les couloirs opulents du palais, tandis que Khalil l'observait de loin, son regard un mélange indéchiffrable de fascination et de frustration. Amira était devenue une présence régulière, une conversation prudente qui flirtait avec la confidence, un pont fragile entre 2 mondes. La tension entre les époux était un fil tendu à l'extrême, une alternance de silence pesant et de rares échanges aussi tranchants que des éclats de verre. C'est Amira qui annonça l'événement à venir, une grande réception organisée pour présenter officiellement la nouvelle épouse du Cher à la haute société du royaume. Juliette comprit immédiatement que ce ne serait pas une simple fête, ce serait une arène, une mise en scène publique de sa soumission, une occasion pour Khalil de prouver au monde qu'il avait enfin dompté la femme qui avait osé l'humilier. La scène était prête pour la prochaine bataille, et elle savait qu'elle serait la plus cruelle de toutes. La nuit de la réception arriva comme une sentence inévitable, drapée dans la soie et les diamants. Juliette se laissa vêtir par les servantes, transformée en une vision de beauté glaciale, une poupée de luxe dans une robe émeraude qui faisait écho à la verdure de l'oasis. Chaque bijou posé sur sa peau était un maillon de plus à sa chaîne. En descendant le grand escalier au bras de Khalil, elle sentit le poids de centaines de regards curieux et calculateurs. Il était son geôlier, impeccable dans son tobe blanc brodé d'or, son visage une sculpture de marbre impénétrable. Ils avançaient comme 2 souverains d'un royaume de glace, unis par un contrat, séparés par un abîme de silence. L'air vibrait de musique et de conversations feutrées, un contraste violent avec le vide qui régnait entre eux, un vide où la tension des 2 dernières semaines s'était cristallisée en une méfiance aussi dure et brillante que les diamants à son cou. Ce fut au cœur de la foule scintillante qu'une silhouette apparut, fendant les invités avec une grâce prédatrice. C'était une femme d'une beauté saisissante, vêtue de rouge sang, ses yeux noirs fixés sur Juliette avec une intensité qui n'avait rien d'amical. Amira, qui se tenait non loin, se figea, son sourire s'effaçant. La femme s'arrêta devant eux, ignorant délibérément Juliette pour s'adresser à Khalil dans un arabe musical et possessif. C'était Zara, son ex-fiancée, une figure du passé que Juliette n'avait jamais imaginée si réelle, si menaçante. Elle se tourna enfin vers Juliette, un sourire carnassier étirant ses lèvres peintes. « Alors c'est vous, la petite Française. Mon pauvre Khalil, tu as dû être bien désespéré pour aller chercher si loin une solution à tes problèmes de réputation. » Chaque mot était une perle de venin, polie et parfaite, destinée à frapper là où ça faisait le plus mal, sous les yeux attentifs de l'élite du royaume. Le cercle d'invités autour d'eux se fit plus dense, les murmures se turent, transformant la scène en un tribunal improvisé. Zara savourait son moment, son regard balayant la robe de Juliette avec un mépris à peine voilé. « Dites-moi, cher ami, est-ce que le prix en valait la peine? L'hôpital de votre mère? Les dettes? Tout cela doit coûter une fortune. C'est admirable, vraiment, de voir jusqu'où peut aller une femme pour sa famille. Un contrat est un contrat, n'est-ce pas ?» Le mot tomba comme un coup près dans le silence assourdissant. Contrat. Le secret honteux, l'âme de leur marché, venait d'être jeté en pâture au milieu de la salle de bal. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus une réception, c'était une exécution publique. Son mariage, sa dignité, son sacrifice, tout était réduit à une transaction sordide, exposée sous les lumières crues des lustres en cristal. Tous les regards se tournèrent vers Khalil, attendant sa défense, sa fureur, une parole qui restaurerait l'honneur de son épouse. Mais il resta immobile, son visage un masque de marbre où aucune émotion ne transparaissait. Son silence fut plus dévastateur que n'importe quelle insulte. C'était un abandon,
Une trahison silencieuse qui confirmait les accusations de Zara. Dans cet instant suspendu, Juliette comprit qu'il l'avait laissée seule face au loup. Son inaction était une lame qui transperçait les dernières défenses de son cœur. Il aurait pu la sauver d'un mot, mais il a choisi de ne rien faire, la sacrifiant sur l'autel de son propre orgueil ou de son indifférence calculée. La douleur fut si vive, si pure, qu'elle en eut le souffle coupé. Elle n'était pas seulement son épouse sous contrat, elle était son bouclier humain, et il venait de la laisser prendre le coup à sa place. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Une force insoupçonnée, née des cendres de son humiliation, la redressa. Elle soutint le regard triomphant de Zara, puis celui, vide, de son mari. Lentement, avec une dignité royale que personne ne lui aurait prêtée, elle se retourna et s'éloigna. Elle fendit la foule qui s'écarta devant elle comme la mer devant un prophète maudit. Chaque pas était une victoire sur l'envie de s'effondrer. Elle traversa les salles somptueuses, ignorant les regards de pitié et les chuchotements qui la suivaient comme une meute. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit les portes-fenêtres donnant sur les jardins. L'air chaud de la nuit l'enveloppa comme un linceul alors qu'elle marchait sans but, ses pieds la guidant instinctivement vers le seul endroit qui lui avait offert un semblant de paix. L'oasis, son sanctuaire de solitude, qui allait maintenant devenir le témoin de son cœur brisé. Une fois arrivée au bord de l'eau scintillante sous la lune, loin du bruit et de la cruauté du palais, le masque de Juliette se fissura enfin. Une seule larme, puis une autre, tracèrent des sillons brûlants sur ses joues. Elle s'assit sur la margelle de marbre, le corps secoué de sanglots silencieux, pleurant non pas l'humiliation, mais la trahison de l'homme qui, un bref instant, lui avait presque fait croire qu'il y avait autre chose que du mépris dans ses yeux. Pendant ce temps, dans la salle de bal, la paralysie de Khalil se rompit. Une fureur froide et terrifiante s'empara de lui. Il ne regarda même pas Zara. Ses yeux balayèrent dans la pièce, cherchant la silhouette émeraude qui avait disparu. Une seule pensée martelait son crâne. Il l'avait perdue. Son jeu, sa stratégie, sa vengeance, tout venait de voler en éclats, consumé par son propre silence. Et dans les profondeurs de son regard, pour la première fois, la panique remplaça le pouvoir. Sa fureur fut une tempête silencieuse qui s'abattit sur la salle de bal. D'un geste sec de la main, Khalil congédia les musiciens, puis se tourna vers la foule pétrifiée, son regard d'obsidienne si intense que les murmures moururent dans les gorges. Il ne prononça qu'un seul mot, un ordre glacial qui claqua dans l'air comme un coup de fouet. « Partez !» Les invités s'éclipsèrent, emportant avec eux le parfum du scandale. Restée seule au milieu de la pièce, Zara tenta un sourire arrogant, mais il se fana sous le poids de son silence. Il s'approcha d'elle, non pas comme un homme en colère, mais comme une force de la nature sur le point de tout anéantir. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était un murmure plus terrifiant qu'un cri. « Tu n'es plus la bienvenue dans ce pays. Si à l'aube ton ombre souille encore mon sable, je te jure que tu n'en verras jamais d'autre. » Puis, sans un regard de plus, il la laissa seule dans la salle déserte, se précipitant vers les jardins, appelant le nom de Juliette dans la nuit, un nom qui lui fut renvoyé par le seul écho du vent. Pendant que la colère de Khalil faisait trembler les murs du palais, Juliette courait, guidée par une lucidité née du désespoir. L'oasis n'était qu'une pause, un instant pour laisser la douleur la submerger avant de la transformer en carburant pour sa fuite. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à ses appartements, cette prison dorée où chaque objet était un rappel de son contrat. Elle se glissa à travers les ombres des jardins, trouvant le quartier des serviteurs, un monde à part, simple et discret. C'est là qu'elle croisa le regard de Fatima, la gouvernante. Dans les yeux de la vieille femme, il n'y avait ni pitié ni jugement, mais une compréhension silencieuse. Sans un mot, Fatima la conduisit vers une petite porte dérobée dans le mur d'enceinte, lui tendant un abaya sombre et un sac contenant de l'eau et quelques dattes. « Que Dieu te protège, mon enfant », murmura-t-elle. Juliette se fondit dans l'obscurité du désert, chaque pas l'éloignant de la cage dorée, la menant vers un inconnu terrifiant, mais enfin sien. Les jours qui suivirent furent un enfer de sable et de silence pour Khalil. Son royaume était devenu une carte immense et vide, où il cherchait une seule étoile disparue. Des hélicoptères balayèrent les dunes dorées, leurs rotors brassant un air lourd de son échec. Ses hommes les plus loyaux parcourèrent les routes poussiéreuses, interrogeant les voyageurs, montrant une photo de Juliette qui semblait se moquer de lui avec son sourire d'avant la captivité. Lui-même ne dormait plus, ne mangeait presque plus, passant ses nuits dans son bureau, devant des écrans de surveillance et des cartes topographiques, revivant en boucle son silence impardonnable. La fureur avait laissé place à une angoisse sourde, la peur primale de l'avoir brisé au-delà de toute réparation. Le pouvoir, l'argent, l'influence, tout ce qui avait défini son existence, se révélait inutile face à l'absence d'une seule femme. Il n'était plus un cher, mais un homme hanté,
arpentant les couloirs vides de son palais comme un fantôme dans son propre mausolée. Loin de la fureur des recherches, Juliette avait trouvé refuge dans un endroit où personne ne songerait à la chercher. Un petit village isolé, un amas de maisons d'argile, blotti au pied d'une chaîne de montagnes arides. Elle y était arrivée à pied, épuisée, déshydratée, et avait été recueillie par une famille de tisserands qui l'avait prise pour une pèlerine ayant perdu sa route. Elle ne leur dit pas son nom, se contentant d'un simple « J ». Ses journées étaient désormais rythmées par le travail simple et physique. Aider à puiser l'eau au puits, apprendre à trier la laine, pétrir le pain. La soie et les diamants avaient été remplacés par une robe simple et usée. Ses mains douces étaient devenues calleuses. Le luxe du palais semblait appartenir à une autre vie. Dans cette simplicité austère, elle retrouvait une parcelle de la femme qu'elle avait été, une femme dont la valeur ne se mesurait pas à ce qu'elle possédait ou à l'homme auquel elle appartenait, mais à la force de ses bras et à la dignité silencieuse de sa survie. Après 2 semaines de recherches infructueuses, Khalil changea de stratégie. La force brute avait échoué. Il renvoya ses hommes, fit taire les hélicoptères et s'enferma dans la bibliothèque du palais, l'endroit qu'elle avait le plus fréquenté. Il cherchait non pas une fugitive, mais une âme. Il se mit à lire les livres qu'elle avait laissés ouverts, des recueils de poésie française, des ouvrages sur l'histoire de la médecine humanitaire. Il essaya de voir le monde à travers ses yeux, de comprendre ce qui animait cette femme qui préférait la poussière à l'or. Il se souvint de leurs rares conversations, des étincelles dans son regard lorsqu'elle parlait de son travail à l'hôpital. Elle n'aurait pas fui vers une grande ville, vers le luxe et l'anonymat des métropoles. Elle aurait cherché un endroit où elle pourrait être utile, un lieu où la dignité avait plus de valeur que l'argent. Ce fut une révélation. Il ne la trouverait pas en la traquant comme une possession, mais en suivant la lumière de ses propres convictions. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la réception. 3 semaines de silence et de distance qui avaient creusé un abîme entre eux, mais qui avaient aussi permis à la vérité de leurs sentiments de germer dans le secret de leur solitude. Juliette se trouvait désormais dans le dispensaire du petit village d'Al-Nawa, aidant le vieux médecin à soigner les enfants et les anciens. Elle était fatiguée, plus mince, mais ses yeux avaient retrouvé une lueur de détermination. Pendant ce temps, au palais, Khalil tenait entre ses mains une lettre, non pas d'elle, mais de sa sœur Amira. Elle lui écrivait de Paris, où elle était allée s'assurer que l'opération de leur mère s'était bien déroulée. À la fin de la lettre, une phrase anodine fit s'arrêter le cœur du cher. Juliette m'avait parlé d'un projet humanitaire qu'elle admirait, une initiative visant à créer de petits dispensaires dans les villages reculés de la région montagneuse d'Al-Hajar. Il leva les yeux vers la carte accrochée au mur. Il savait où elle était, et il savait qu'il devait y aller seul. La carte dépliée sur le bureau en bois de santal n'était plus un simple document géographique, mais le parchemin de sa rédemption. Khalil al-Farsi la fixa un instant, mémorisant les contours des montagnes d'Al-Hajar, ce refuge de pierre et de silence où elle s'était cachée. Il laissa derrière lui les clés de ses voitures de sport, l'autorité de son titre et le confort de son palais. C'est au volant d'un simple véhicule tout-terrain, usé par le sable et le soleil, qu'il s'engagea sur la route menant vers l'est seul. Chaque kilomètre qui le séparait de son empire de verre et d'acier était un pas de plus vers l'homme qu'il aurait dû être. Le désert, qu'il avait toujours vu comme un territoire à conquérir, devenait maintenant un purgatoire, un espace infini où son orgueil devait se dissoudre dans la chaleur implacable, laissant place à une vérité plus simple et bien plus terrifiante. Sans elle, son royaume n'était qu'une prison dorée, et lui, son unique et misérable prisonnier. La route n'était plus qu'une suggestion, une cicatrice tracée dans la terre ocre et rocailleuse. La suspension du véhicule grinçait à chaque crevasse, chaque montée abrupte, mais Khalil ne sentait pas l'inconfort physique. Chaque secousse était un rappel de sa propre arrogance, une pénitence pour le silence qu'il avait condamné. La poussière s'infiltrait dans l'habitacle, s'accrochant à ses cils, à sa peau, le recouvrant d'un voile de la réalité qu'il avait si longtemps ignoré. Il n'était plus le cher omnipotent, mais un homme poursuivant un fantôme, un pèlerin en quête de pardon. Les heures s'étiraient, le soleil brûlait le paysage, le transformant en une toile abstraite de chaleur et de lumière. Il se remémorait son visage lors de la réception, la lueur de vie dans ses yeux s'éteignant à cause de lui, et cette image était un éperon plus acéré que n'importe quel rocher sur son chemin, le poussant à avancer, encore et toujours, vers l'inconnu. Après 2 jours de voyage, il aperçut enfin le village d'Al-Nawa, non pas comme un mirage, mais comme une promesse fragile accrochée à flanc de montagne. C'était un amas de maisons couleur de terre, si intégrées au paysage qu'elles semblaient avoir poussé là, humbles et résilientes. Il gara le véhicule à l'écart, ne voulant pas troubler la quiétude des lieux avec ce symbole de modernité. Il entra dans le village à pied,
ses bottes, chères, soulevant la même poussière que les sandales usées des habitants. Il n'était plus un souverain, mais un étranger. Il interrogea un vieil homme assis à l'ombre d'un acacia, sa voix rauque par la déshydratation et l'émotion. Il ne demanda pas après Juliette Lefebvre, mais après une femme française, une étrangère aux yeux pleins de bonté, qui soignait les malades. Le regard du vieil homme s'adoucit, et d'un geste lent, il pointa son menton vers un petit bâtiment blanchi à la chaux, d'où s'échappaient des rires d'enfants. Et puis, il la vit. Elle n'était pas la captive en robe d'émeraude, ni la martyre en robe de mariée. Elle était assise sur les marches du dispensaire, un enfant fiévreux sur ses genoux, lui racontant une histoire dans un arabe hésitant mais doux. Ses cheveux étaient simplement attachés, quelques mèches rebelles encadrant un visage dépourvu de tout artifice, rendu encore plus beau par la fatigue et la détermination. Elle portait une tunique simple, de la même couleur que la terre du village. Une vague de douleur et d'admiration submergea Khalil. Elle était chez elle ici, dans ce dénuement, bien plus que dans les couloirs de marbre de son palais. Il avait voulu la posséder, l'enfermer, mais elle lui avait échappé pour trouver une liberté et une utilité qu'il ne lui avait jamais offertes. Il resta là, caché par l'angle d'une maison, le cœur battant à tout rompre, la regardant être simplement elle-même, et il comprit qu'il était tombé amoureux non pas d'un défi, mais de cette force tranquille, de cette lumière intérieure qu'il avait failli éteindre à jamais. Il fit le premier pas, puis un autre, chaque mouvement lui semblant peser une tonne. Le bruit de ses pas sur le sol sec attira son attention. Elle leva les yeux, et son sourire s'évanouit, remplacé par un masque de stupeur glaciale. Son corps se raidit, son étreinte autour de l'enfant se resserra instinctivement, comme pour se protéger d'une menace imminente. Le silence entre eux était un désert, à lui seul, rempli de 3 semaines de souffrance, de peur et de regret. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, n'osant pas s'approcher davantage, de peur qu'elle ne s'enfuie à nouveau. Il vit la colère dans ses yeux, mais aussi une lueur de vulnérabilité trahie qui lui transperça le cœur. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots qu'il avait répétés 1000 fois pendant son voyage se bloquèrent dans sa gorge. Il n'y avait pas d'excuses assez grandes, pas de discours assez éloquent pour effacer ce qu'il avait fait. Il n'était plus qu'un homme face aux ruines de son propre chef-d'œuvre de destruction. Finalement, une seule phrase s'échappa de ses lèvres, un murmure rauque qui portait tout le poids de sa prise de conscience. « Je ne suis pas venu te ramener au palais, Juliette. » Son regard ne la quittait pas, implorant, nu. « Je suis venu parce que rester là-bas, sans toi, c'était comme vivre dans un tombeau. Mon silence, cette nuit-là, ce n'était pas de l'indifférence. C'était la paralysie d'un homme qui réalisait qu'il venait de briser la seule chose pure de son existence. » Il fit un pas de plus, s'agenouillant presque dans la poussière, un geste d'une humilité qu'elle n'aurait jamais cru possible de sa part. « Je ne te demande pas de me pardonner, je ne te demande pas de revenir. Je te demande seulement de m'écouter, une seule fois. Pas comme ton mari, pas comme un cher, mais comme l'homme dont tu as exposé le cœur sans même le savoir. » Une nouvelle tension s'installa, fragile comme une toile d'araignée. Elle ne bougea pas, mais dans ses yeux, la glace commença à se fissurer, laissant place à une question muette. La question muette de Juliette flottait entre eux, plus lourde que la chaleur du désert. Khalil resta à genoux, une position d'abandon total qui démantelait chaque image de pouvoir qu'elle avait de lui. Sa voix se brisa lorsqu'il reprit, un torrent de confessions retenues, trop longtemps. « Mon silence était une armure, Juliette, une armure stupide et orgueilleuse. Quand vous m'avez rejeté cette nuit-là, à Paris, vous n'avez pas seulement blessé mon ego, vous avez touché quelque chose de plus profond, une part de moi qui aspirait à être vue au-delà du titre et de la fortune. Le contrat, ce n'était pas une vengeance, c'était une tentative désespérée et maladroite de vous garder près de moi, de comprendre la force qui vous animait. Je voulais percer le mystère de la femme qui ne pouvait être achetée. Mais dans ma quête, aveuglé par ma propre douleur, je suis devenu le monstre que vous redoutiez, vous traitant comme un objet alors que vous étiez la seule âme que j'ai jamais réellement vue. Je vous ai humilié pour me protéger de l'intensité de mes propres sentiments. » Juliette absorba ses paroles, chaque mot une vague qui venait s'écraser contre les digues de sa rancœur. L'enfant dans ses bras, sentant la tension, se mit à gémir doucement. Une femme sortit du dispensaire, la mère de l'enfant, et Juliette, avec un geste lent et mécanique, le lui confia. Son regard, lorsqu'il revint se poser sur Khalil, était un lac de tristesse et de confusion. « Et comment pourrais-je vous croire ?» Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids de toutes les nuits solitaires passées dans ce palais de marbre. « Vos actions ont parlé plus fort que vos mots ne le pourront jamais. Vous m'avez regardé me faire dévorer par les loups, sans bouger, sans un mot. Vous avez fait de moi un trophée, un symbole de votre pouvoir de tout acquérir, même la dignité d'une femme. Chaque jour,
Votre indifférence était une lame de plus dans mon cœur. Vous parlez d'une armure, mais tout ce que j'ai senti, c'est le froid de l'acier contre ma peau, le poids de vos chaînes dorées sur mon âme. Comment le pardon peut-il exister après une telle désolation ? Il ne chercha aucune excuse, n'offrit aucune justification. Il se releva lentement, ses membres endoloris par sa posture de suppliant, mais il garda une distance respectueuse, comme s'il craignait que sa proximité ne la brûle. Vous avez raison, chaque mot que vous prononcez est une vérité que je mérite. Mon indifférence n'était qu'un mensonge, une stratégie insensée pour vous forcer à faire le premier pas, pour me prouver que vous pouviez désirer l'homme et non le chair. Un jeu d'orgueil qui a failli tout détruire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fouillait dans la poche de sa veste. Il n'en sortit ni un bijou, ni un document, mais un petit livre à la couverture usée, un recueil de poésie française qu'elle avait laissé dans sa chambre. Il le tendit vers elle, paume ouverte comme une offrande. Dans tout mon royaume, ceci était la seule chose qui avait de la valeur. Non pas pour ce qu'il contenait, mais parce qu'il avait été touché par vos mains. C'était la seule preuve que vous étiez réel, et non un fantôme dans ma propre maison. Ce simple geste accomplit ce que des heures de discours n'auraient pu faire. Voir ce livre, ce fragment de son ancienne vie, cet objet si intime entre ses mains, fit voler en éclats le dernier rempart de glace autour de son cœur. Un sanglot lui échappa, un son étranglé qui libéra des semaines de douleur contenue. Les larmes qu'elle avait refusé de verser lors de son humiliation publique coulèrent enfin, chaudes et purificatrices, sur ses joues poussiéreuses. Le masque de la gardienne morale, de la captive fière, tomba pour révéler la femme brisée en dessous. Khalil fit un pas, puis un autre, son visage une toile de douleur et d'espoir. Il s'arrêta juste devant elle, son ombre la recouvrant comme pour la protéger du soleil écrasant. Il attendait, le souffle suspendu, un verdict silencieux. Lentement, elle leva la main, et au lieu de le frapper, ses doigts effleurèrent sa joue. Sentant la barbe de plusieurs jours, la peau brûlée par le soleil, la réalité tangible de son repentir. Le contact fut une décharge électrique, un pont jeté au-dessus de l'abîme de leur silence. Il ferma les yeux, savourant ce contact comme un homme assoiffé trouve une source. Il couvrit sa main de la sienne, la pressant contre sa joue, puis la porta à ses lèvres dans un baiser empreint d'une révérence infinie. Juliette. Son nom était une prière murmurée contre sa peau. Je vous aime, pas pour votre défi, pas pour votre fierté. Je vous aime pour la lumière que vous portez en vous. Une lumière que j'ai stupidement tenté d'éteindre, alors que tout ce que je voulais, c'était m'y réchauffer. Ces mots, simples et nus, furent la clé qui ouvrit la dernière serrure de son âme. Elle le regarda, et dans la profondeur de ses yeux sombres, elle ne vit plus un maître, mais un homme perdu qui venait de retrouver son chemin. « Je sais », répondit-elle dans un souffle, et ce fut tout. Il la serra contre lui, et elle s'abandonna à son étreinte, son corps trouvant enfin un repos, son cœur une maison, au milieu du silence sacré du désert. Ils restèrent enlacés, tandis que le soleil commençait sa lente descente derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. « Ne retournons pas au palais, pas tout de suite, murmura-t-il contre ses cheveux. Restons ici une semaine, je veux vivre dans votre monde, comprendre la femme que vous êtes lorsque vous êtes libre. » C'était une proposition, pas un ordre. Il lui promit d'annuler le contrat dès leur retour, de le brûler devant elle, et de la demander en mariage à nouveau, cette fois à genoux, sans condition, sans marcher. Il lui révéla aussi son intention pour l'hôpital Saint-Michel. Il ne se contenterait pas de le sauver, il financerait la création d'une nouvelle aile de recherche qui porterait son nom, Juliette Lefebvre. Un geste public pour restaurer son honneur, pour prouver au monde que sa dignité n'avait jamais été à vendre, mais qu'elle était au contraire le plus précieux des trésors. Leur avenir ne serait plus scellé par l'encre d'un contrat, mais par une promesse faite dans la poussière d'un village oublié, en attendant d'être consacré à Paris. Si cette réconciliation au cœur du désert a fait battre votre cœur, si vous avez senti la puissance du pardon et la naissance d'un amour véritable, alors partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché. Votre avis est précieux. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour célébrer leur nouvelle chance et de vous abonner pour ne pas manquer le dénouement de leur histoire. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre, où la promesse faite dans le sable devra affronter la réalité du monde. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour de nouvelles émotions. 6 mois s'étaient écoulés depuis la promesse murmurée dans la poussière d'Al-Nawa. 6 mois qui avaient transformé les ruines de leur contrat en fondation d'un amour véritable. Aujourd'hui, ils se tenaient sur le parvis de l'hôpital Saint-Michel, non pas comme un cher et sa captive, mais comme un homme et une femme unis par une admiration mutuelle. Le froid de Paris était le même, mais l'atmosphère avait changé. Les flashs des journalistes qui crépitaient n'étaient plus des armes, mais des hommages.
Les regards des administrateurs et des médecins n'étaient plus empreints de pitié ou de reproche, mais d'un respect profond. Près d'eux, la mère de Juliette, le visage rayonnant de santé et de fierté, regardait sa fille non plus comme une martyre, mais comme une héroïne. Juliette, dans une robe simple mais élégante, n'était plus un trophée, mais l'invité d'honneur. Khalil, à ses côtés, ne la tenait plus par le bras, comme pour la posséder, mais lui tenait la main comme pour la soutenir, son regard posé sur elle avec une dévotion qui rendait le monde entier silencieux. Quand Khalil monta sur l'estrade installée pour l'inauguration, un silence respectueux s'installa. Sa voix, autrefois un instrument de pouvoir et de distance, était maintenant empreinte d'une chaleur et d'une humilité qui captivèrent l'audience. Il ne parla pas de chiffres, de millions investis ou de prestige. Il parla de courage. Il raconta l'histoire, sans la nommer directement, d'une femme qui lui avait enseigné que la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en intégrité. Cette nouvelle aile de recherche, déclara-t-il, son regard ne quittant pas Juliette, porte le nom de mon épouse, non pas parce qu'elle a épousé un homme riche, mais parce que son esprit indomptable, sa conviction que la dignité humaine n'a pas de prix, est la seule fondation sur laquelle un avenir de guérison peut être bâti. C'est son refus, il y a des années, qui a semé la graine de cette renaissance. Son non valait plus que tous les oui que mon argent aurait pu acheter. C'était une absolution publique, une déclaration d'amour qui réécrivait leur histoire pour le monde entier. Juliette le rejoignit sur scène, les larmes brillant dans ses yeux, non de tristesse, mais d'une gratitude bouleversante. La foule éclata en applaudissements, une vague de chaleur qui balaya les derniers de fantômes du passé. Elle prit le micro, sa voix claire et stable. « Le plus grand des luxes n'est pas ce que l'on peut acheter », dit-elle simplement, en écho à ses propres convictions d'autrefois, mais en regardant Khalil avec un amour infini, mais ce que l'on choisit de protéger et de guérir ensemble. Leurs mains jointes, ils dévoilèrent la plaque de marbre blanc où le nom « Elle Juliette Lefebvre » était gravé en lettres d'or. Le contrat de mariage, ce document froid qui avait scellé sa servitude, était symboliquement brûlé et remplacé par cette inscription éternelle, un monument non pas à sa soumission, mais à sa force. Le voile de la honte s'était levé pour toujours, laissant place à une lumière éclatante qui illuminait non seulement les murs de l'hôpital, mais aussi les recoins les plus sombres de leurs deux âmes. Leur vie quotidienne était devenue une symphonie douce, un équilibre parfait entre deux mondes. Dans leur appartement parisien, dont les fenêtres s'ouvraient sur les toits gris et la Seine, les silences n'étaient plus pesants mais complices. Il n'était pas rare de trouver Khalil, assis dans un fauteuil Louis XVI, lisant des rapports sur des projets humanitaires, tandis que Juliette, à ses côtés, dessinait les plans d'une nouvelle clinique mobile pour les villages du désert. Les objets eux-mêmes racontèrent leur histoire, des livres de poésie française côtoyaient des lanternes arabes complexes, et l'odeur du café parisien se mêlait parfois aux effluves d'épices qu'il aimait. Ils n'avaient pas effacé leurs différences, ils les avaient tissées ensemble pour créer une étoffe plus riche et plus solide. Le pouvoir et la simplicité, l'opulence et l'humilité, n'étaient plus des opposés en guerre, mais les deux faces d'une même pièce, celle de leur amour partagé. Un amour qui se nourrissait de gestes simples, d'un regard échangé, d'une main posée sur l'épaule. Pour l'anniversaire de leur mariage, ils retournèrent au palais du désert. Ce n'était plus une forteresse de solitude, mais un havre de paix. Les serviteurs, menés par une Fatima au sourire bienveillant, accueillirent Juliette non plus comme une étrangère, mais comme la maîtresse des lieux, celle qui avait ramené la lumière dans les yeux de leur chair. Ce soir-là, Khalil la conduisit dans l'immense salle de banquet. Mais au lieu de la table interminable et glaciale de leur premier dîner, une petite table ronde pour deux était dressée au centre, éclairée par des centaines de bougies. Il sortit un écrin de sa poche. À l'intérieur, pas un diamant colossal, mais une simple alliance en platine, gravée des coordonnées géographiques du village d'Al-Nawa. « C'est là que notre véritable voyage a commencé », murmura-t-il en la glissant à son doigt. « C'est là que j'ai compris que mon royaume entier ne valait rien sans sa reine. » Le palais n'était plus une cage dorée, mais le témoin silencieux de leur renaissance. Plus tard dans la nuit, debout sur la terrasse qui avait autrefois été le théâtre de son désespoir, Juliette se blottit dans les bras de Khalil. L'oasis scintillait sous la voûte étoilée, un joyau de vie au cœur de l'immensité aride. Il posa son menton sur sa tête, son souffle chaud dans ses cheveux. « Tu vois ce désert » lui dit-il doucement. « Je l'ai toujours considéré comme mon héritage, une preuve de ma puissance sur la nature. Mais tu m'as appris que sa vraie beauté réside dans sa capacité à faire fleurir la vie dans les conditions les plus rudes, comme notre amour. » Elle se tourna pour l'embrasser, un baiser profond qui n'avait plus le goût de la reddition, mais celui de l'éternité.
le contrat, le silence, la douleur, tout cela n'était plus que le sable sur lequel ils avaient bâti leur forteresse d'amour. Et dans le silence du désert, sous le regard bienveillant de la lune, deux âmes qui s'étaient affrontées comme le jour et la nuit trouvèrent enfin leur aube commune.